Bonjour. Alors, avec l'écho récent de la Journée internationale sans régime, on s'est dit que c'était le moment de se pencher un peu sur cette culture du contrôle alimentaire. Oui, qui est omniprésente, hein. Pour cette discussion, on s'appuie sur des sources solides, notamment les travaux du docteur Zermati, de Karine Gravel, diététiste nutritionniste québécoise, et puis un webinaire du gros TCA. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les régimes, ça marche pas souvent sur le long terme. Et comment on pourrait avoir une relation plus saine, plus apaisée avec ce qu'on mange. C'est un vrai sujet parce que la pression est énorme. Tu parlais du Québec, là-bas, 60% des gens ont déjà essayé de maigrir. 60%. C'est énorme. Et le marché mondial derrière, c'est plus de 300 milliards de dollars canadiens en 2022. C'est juste colossal. Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on voit émerger de nouvelles approches, genre rééquilibrage alimentaire, jeûne intermittent. Oui, alimentation consciente aussi, parfois. Voilà que, au fond, ça ne cache pas toujours la même logique, celle de la restriction, du contrôle. Souvent, oui. L'industrie s'adapte, elle voit bien que le mot régime fait un peu peur maintenant, mais l'objectif reste souvent le même, contrôler le poids. Et même les messages de santé publique parfois sont un peu ambigus, non? Oui, comme le PNSS en France, qui parle de santé globale, mais glisse quand même des messages sur le contrôle du poids. Ça peut créer de la confusion. Tout à fait. Alors, ce contrôle volontaire, justement, qu'est-ce que ça fait concrètement dans notre corps? D'après nos sources, ça vient perturber nos signaux naturels. On a des systèmes assez bien faits pour réguler la faim, la satiété. Oui, les systèmes homéostatiques et puis ceux liés au plaisir de manger, les systèmes hédoniques. Et le contrôle mental, ce qu'on appelle la restriction cognitive, ça vient brouiller tout ça. Le docteur Zermati dit que c'est épuisant cognitivement. On pense tout le temps à la nourriture, on calcule, et du coup, on écoute moins bien son corps, ses vraies sensations. C'est exactement ça. On est moins connecté. Et ça crée ce cercle vicieux. On se restreint, on frustre, on finit par craquer, par perdre le contrôle. Les fameuses compulsions. Voilà. Et derrière, la culpabilité, qui pousse à vouloir contrôler encore plus fort. Et la boucle est bouclée, quoi. Avec des conséquences physiques, j'imagine. Le fameux effet yo-yo. Oui, l'instabilité du poids, c'est très fréquent. Et le point important, vraiment contre-intuitif, c'est que cet effet yo-yo, ces variations de poids, c'est plus mauvais pour la santé cardiovasculaire et le risque de diabète Plus mauvais que quoi? que de maintenir un poids stable, même si ce poids est jugé trop élevé selon les normes. La stabilité protège davantage. Ah oui, quand même. Ça change la perspective sur l'importance du chiffre sur la balance. Complètement. Et ça remet en question l'IMC comme seul indicateur fiable. L'IMC, c'est un outil statistique, pas une mesure fine de la santé individuelle. Et surtout, cette culture de la restriction, ça augmente le risque de troubles alimentaires. Donc face à ça, on entend parler d'alimentation intuitive. C'est quoi au juste? Alors, c'est une approche développée par Evelyn Triball et Ellis Reich. L'idée de base, c'est de rejeter cette mentalité des régimes. Ok, rejeter les régimes. Et après? Et après, c'est réapprendre à écouter son corps, reconnaître sa faim, la respecter, respecter sa satiété aussi quand on n'a plus faim, redécouvrir le plaisir de manger sans jugement. Faire la paix avec les aliments, en gros. Plus de bons ou mauvais aliments. Exactement. Et respecter son corps, tel qu'il est. C'est vraiment rétablir un dialogue interne qu'on a souvent perdu. Ça a l'air simple dit comme ça, mais j'imagine que ça demande du travail, non? Surtout après des années de régime. Ah oui, ce n'est pas magique. Ça demande de déconstruire beaucoup de croyances. La peur de lâcher prise, de perdre le contrôle si on n'a plus de règles externes, elle est très présente. Alors qu'en fait, le but, c'est de retrouver un contrôle Interne, plus naturel. c'est ça, une régulation interne. Mais ça implique aussi de travailler sur son image corporelle, sur comment on gère ses émotions autrement qu'en mangeant. Donc on élargit la notion de santé au-delà du poids. Tout à fait. La santé, c'est plein de choses, hein. L'alimentation variée, oui, mais aussi bouger, le sommeil, le stress, le bien-être mental, l'image corporelle positive, la bienveillance envers soi, c'est clé. Et concrètement, il y a des pratiques qui aident. Oui, manger en pleine conscience, par exemple. Juste prêter attention à ce qu'on mange, aux sensations, sans jugement. Ça aide à ralentir, à savourer, à mieux sentir la satiété. Et pour les choix alimentaires? La diversité, le plaisir, la flexibilité. Privilégier le fait maison, les aliments frais quand c'est possible. Limiter les ultra-transformés. Et puis, bouger pour se faire du bien, pas pour brûler des calories. Bon, en résumé, le message, c'est que le contrôle strict, ça a ses limites et même ses dangers. Oui, l'échec à long terme, la souffrance psychique, l'instabilité du poids.
Et l'alimentation intuitive, elle, propose une autre voie, plus respectueuse. Basé sur l'écoute de soi, la bienveillance, Voilà. voir la santé comme un tout, bien-être physique, mental, plaisir, mouvement, bien au-delà du chiffre sur la balance. Pour finir, cette phrase de Karine Gravel qui fait réfléchir. Si la culture des régimes n'existait pas, nous serions probablement plus nombreux à manger de façon intuitive sans même le savoir. C'est une pensée intéressante, hein. Comment on mangerait, comment on vivrait notre corps sans toute cette pression constante à contrôler, à mincir? Ça laisse songeur, effectivement.